Le plus utilisé des mouvements, hier comme aujourd'hui, reste cependant Ushimata. Ushimata était justement le mouvement préféré du judoka hollandais Anton Geesink. Premier monstre sacré non japonais du judo, Geesink, on l'oublie souvent, fut aussi pour son époque le plus japonais des judokas occidentaux. Il se rendit au pays du soleil levant à plusieurs reprises et y demeura plus de 2 ans, bénéficiant des conseils de grands maîtres japonais. Mais lorsque le premier, il mit fin à l'invincibilité japonaise, ce fut une secousse sismique sur la planète judo. Anton Geesink, dans ses œuvres, 3 Japonais étaient engagés pour ces championnats du monde de 1961 à Paris. Geesink travaille debout, sur l'arrière, sur l'avant, constamment à l'offensive. Il recherche le point décisif, le ippon. Il travaille aussi en provoquant des enchaînements au sol, s'il le faut, où il est aussi efficace que debout. Son judo a bien l'estampille japonaise. Quand s'ouvrent les Jeux Olympiques de Tokyo en 1964, où le judo est admis en sport de démonstration, tout un peuple, cependant, pense que son champion, Kaminaga, va laver l'affront subi à Paris 3 ans plus tôt. Mais Geesink récidive dès les éliminatoires. Après un curieux système de repêchage, il retrouve Kaminaga en finale cette fois. Les 130 kilos du géant hollandais vont s'abattre comme une chape sur Kaminaga et sur tout un pays. C'est la consternation, on parlera même de deuil national. Devenu légende vivante, Geesink habite à Utrecht, une rue qui porte son nom. Lorsqu'il arrêta la compétition, les Japonais pensèrent bien retrouver leur suprématie. Mais c'était compté sans l'irruption des judokas allemands et soviétiques.
Et surtout, compter sans Wilhelm Ruska, élève d'Anton Gezink en personne. Un Hollandais pouvait en cacher un autre. Il sera champion du monde en 1967 et 1971 et champion olympique en 1972 lorsque le judo devint sport olympique à part entière. À ces Jeux de Munich, Ruska réussit le doublé lourd, toute catégorie. Ruska devint ainsi le deuxième poids lourd de légende de l'ère sportive du judo. Le troisième sera japonais, près de 20 ans plus tard. L'attente en valait la peine. Voici Yasuhiro Yamashita. L'homme fait judo ou le judo fait homme, on ne sait trop. Tout juste junior, il fait une tournée avec l'université de Tokai et rencontre l'équipe de France. Personne alors ne le connaît. Depuis longtemps le plus fort au Japon, il remporte le premier titre de champion du monde à Paris en 1979 face au Français Jean-Luc Rouget. Trois autres titres de champion du monde suivront, dont le doublé lourd toute catégorie à Maastricht en 1981. Puis il obtient le titre des lourds à Moscou en 1983, où 3 ans auparavant, il n'avait pu participer aux Jeux Olympiques. Une belle revanche. Il arrivera même à Yamashita de gagner avec une seule jambe valide, comme aux Jeux Olympiques de Los Angeles.
Dernier venu dans le cercle très fermé des lourdes légendes, le Français David Douillet. Tu sais ce que je faisais quand j'étais gosse, quand je gagnais un championnat, quand j'ai commencé à gagner le championnat de Seine-Maritime. J'ai pris une carte, j'ai regardé la Seine-Maritime, la superficie, etc., les limitations, je me suis dit, je suis vraiment fier parce que je suis champion de tout ça. Après, ça a été la Normandie. J'ai repris ma carte, toujours pareil. Je me suis dit, bon, c'est chouette, je suis champion de tout ça maintenant. Et puis un jour, tu prends la carte et puis tu as toute la France. Tu te dis, c'est le pied, quoi. Tu es le champion de toute la France, quoi, avec tout ce que ça comporte. Et puis un jour, tu le fais plus. Et un jour, c'est ta grand-mère au téléphone qui dit, dis donc, mon petit-fils, eh ben, ce matin, j'ai pleuré. Ah bon, pourquoi, mamie? Ben, parce que je suis tombé sur le planisphère et je me suis dit, mon petit-fils, il est champion de tout ça. Et là, moi, j'ai pleuré. C'était extraordinaire. Il s'est présenté au dernier championnat du monde de Paris en 1997 avec en poche un titre olympique, 3 titres de champion du monde, lui aussi ayant réussi le doublé lourd toute catégorie à Chiba. Et à l'image de Yamashita, il a une rapidité de félin pour quelqu'un de son gabarit et dispose d'un judo très complet. Chez les féminines, une mention exceptionnelle peut être réservée à la Belge Ingrid Bergmans. Elle fut 6 fois championne du monde, 2 fois dans la catégorie des mi-lourds, soit moins de 72 kilos, et surtout 4 fois en toute catégorie. La voici, elle aussi, de plein pied dans la légende, une légende du judo féminin plus récente que celle des hommes. Si dès le début, les femmes pratiquaient le judo, il a fallu attendre 1974 pour que l'on voit le premier tournoi international organisé à Gênes. Ensuite, 1980, pour voir les premiers championnats du monde organisés aux États-Unis à New York, 27 pays participants, 150 jeunes femmes inscrites. À Makuhari, 64 pays et plus de 240 combattantes. Ce qui est un formidable essor, et c'est quelque chose aussi que le Comité international olympique a tenu à saluer, car la participation féminine à Atlanta, comme à Barcelone, avait été exceptionnelle. Elles durent d'abord se battre hors des tatamis, les femmes, pour avoir les mêmes possibilités de s'exprimer que les hommes. Mais dès qu'elles les auront, elles rattraperont le temps perdu.
D'emblée, elles pratiquèrent un judo technique, offensif et spectaculaire. Les écoles françaises, autrichiennes, anglaises et hollandaises font merveille. Et par la suite, les championnats du monde révéleront des talents exceptionnels. Karen Brix, quadruple championne du monde. Brigitte Dédier, triple championne du monde. Fong Lin Gao, quadruple championne du monde. Min Sun Cho, championne olympique et double championne du monde. Sans oublier le trio des Françaises, championnes olympiques et du monde. Les Japonaises auront du mal à s'immiscer dans le judo des meilleurs. Kaori Yamaguchi et Ryoko Tamura furent longtemps les deux exceptions qui confirmèrent la règle. Un peu comme le furent Gesing et Ruska vis-à-vis du judo japonais. Car dès l'apparition des catégories de poids au début des années 60, les Japonais vont truster les titres, tous les autres titres, réalisant même le Grand Chelem au championnat du monde de Mexico en 1969 et de Lausanne en 1973. Voici les merveilles des merveilles. Okano, champion du monde, champion olympique. Okano, poids moyen, fut même champion toute catégorie du Japon. Fuji, 4 fois champion du monde. Koga, 4 fois champion du monde.
Ogawa, lui aussi 4 fois champion du monde. Les Japonais arrivaient toujours en finale beaucoup plus frais que nous. Tout simplement parce que personne n'allait jusqu'au bout face à eux. Car les user, bon, c'était conscient ou inconscient, hein, c'était pas forcément tout à fait calculé, mais bon, vu l'aura des Japonais, vu l'histoire, ils n'allaient pas jusqu'au bout, car ils avaient aussi une chance de plus d'être repêchés quand on n'usait pas complètement son adversaire. Les Japonais étaient plus frais que nous, c'était une réalité. À Vienne, eh bien, nous avons tous décidé, le monde entier a dit, c'est top stop. Mais c'était pas de mot d'ordre, hein, simplement une prise de conscience. Avec toutes les confrontations qu'on avait pu avoir avec eux, on avait pris conscience qu'on était vraiment devenus très forts, nous aussi, en dehors du Japon. Et les Japonais sont arrivés en finale dans le même état que nous, c'est-à-dire complètement usés. Et donc, de nombreux Européens eh bien, sont passés. Et donc, nous avons remporté les titres de champion. Cette brèche ouverte par Jean-Luc Rouget fut agrandie par Vladimir Nevzorov, champion du monde, champion olympique. S'engouffrèrent ensuite d'autres champions qui font également partie aujourd'hui de la légende. Thierry Rey, champion du monde, champion olympique. Neil Adams, champion du monde. Angelo Parisi, champion olympique. Seyson Bacher, double champion olympique. Canu, double champion du monde. Légien, 2 fois champion olympique. Nastula, champion du monde, champion olympique. Kelmals, 2 fois champion du monde, champion olympique. Quelquefois, les gens en oublient que le judo, c'est aussi autre chose qu'un sport olympique. Le judo est bien plus que cela. Le judo est aussi cela, mais bien plus. L'enseignement, les grades et tout ce qui est basé sur la transmission du savoir est quelque chose qui a été toujours travaillé de près. Et c'est-à-dire que les judokas ont toujours attaché énormément d'importance à la transmission. Dans cette transmission, c'est à la fois le respect du maître, mais c'est aussi le respect de l'élève. Et c'est une forme de complicité, des rapports privilégiés pour faciliter cette transmission. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles aussi le développement du judo a pu se faire aussi harmonieusement dans l'ensemble des pays. Le judo est une école de vie, une mise en train de l'existence. Il n'est pas d'effort physique sans effort de caractère, de volonté, d'intelligence. Il permet, par les confrontations qu'il provoque, le maximum de comparaison entre les hommes, la connaissance d'autrui et de soi-même. C'est une école de sociabilité.
Le judo a des vertus qui s'enseignent. La politesse, c'est le respect d'autrui. Le courage, c'est de faire ce qui est juste. La sincérité, c'est s'exprimer sans déguiser sa pensée. L'honneur, c'est d'être fidèle à la parole donnée. La modestie, c'est parler de soi-même sans orgueil. Le respect, sans respect, aucune confiance ne peut naître. Le contrôle de soi, c'est de savoir se taire lorsque monte la colère. L'amitié, c'est le plus pur des sentiments de l'être humain. Le judo, c'est un bouquet de ses fleurs. Voilà donc la formidable histoire du judo. Je vous rappelle, création de la Fédération internationale en 51, premier championnat du monde en 56, premier Jeux olympiques avec véritable compétition en 72 pour les hommes, et simplement donc en 92 pour les femmes. Et avec ça, 15 millions de licenciés au moins aujourd'hui dans le monde, et en France à peu près 500 000. Alors je voudrais revenir sur deux images du film qui m'ont frappé. Jean-Luc Rouget, dites-nous, lorsqu'on voit, c'était en 55 je crois, on voit ce judoka qui s'appelle Mercier, crier, enfin je sais pas quoi, il fait un kia, c'est ça? Il fait un kia avec c'est une tigresse, et apparemment il semble l'amadouer. Alors, est-ce que le judo a de telles vertus, ou est-ce qu'il y avait quelques ficelles derrière cette histoire? Parce que c'est un peu bizarre, hein, ça fait pas très sérieux. Ouais, c'est vrai que le judo s'est développé par le mythe asiatique, et avec tout ce qui va avec. C'est vrai que le kiai est un cri qui paralyse. Mais bon, il faut dire peut-être que le dessous de l'histoire, c'était sa tigresse personnelle qui vivait avec lui dans son appartement. Bon, donc le kiai, ça faisait longtemps qu'il l'avait poussé. Oui, il y a longtemps il l'avait levé au biberon, et donc c'est pour ça qu'elle a... Mais c'est vrai son chat. Avec un kiai, on peut amadouer qui que ce soit, quoi que ce soit. Quand vous poussez un cri, il vous surprend, hein, et donc c'était un peu ça. Et puis ça libère aussi de l'énergie. Très souvent, on voit un haltérophile, par exemple, quand il soulève une barre, très souvent il crie, hein, c'est un peu du même type. Hein. Oui, donc ça peut se comprendre, quoi, d'une façon tout à fait naturelle. Alors Thierry Rey, il y a une chose que je voulais comprendre, je ne suis pas un spécialiste de judo, mais on a l'impression que vous jouez à Colin Maillard dans le film, là, lorsqu'on vous voit en finale. Alors, qui court après qui? Moi, j'étais obligé de me déplacer vite parce que j'étais avec des Japonais qui étaient très rapides. Mais en fait, c'est la différence des catégories. Les lourds sont beaucoup plus statiques et les légers, sur la même surface de tapis, se déplacent beaucoup plus rapidement. Bien qu'aujourd'hui, les lourds deviennent... plus on grossit, c'est véritablement des athlètes comme Stéphane Traîneau qui doit faire à peu près 100 kilos. À l'époque, parce que c'est déjà vieux, hein, c'était en 79. Le championnat du monde. Hein. Voilà, c'était le championnat du monde. Ce qui m'a frappé, c'était la qualité des images qui est absolument médiocre, et de voir tout d'un coup comme la technologie aussi a très vite avancé, alors que il y a une vingtaine d'années, mais ça a beaucoup évolué depuis. On les a récupérés. Voilà. Alors, je donnais des dates internationales, je voudrais redonner des dates françaises. Donc 47, la création de la Fédération française de judo. Or, on peut dire qu'en 1960, tout est prêt en France. Alors, François Pesson, comment s'explique ce petit miracle? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui fait qu'en l'espace moins d'une quinzaine d'années, le judo s'est vraiment installé en France, le regard neutre du journaliste? Je crois qu'on l'a vu dans le film, on voit les maîtres japonais qui viennent en France et qui installent un petit peu la philosophie. Et après, les Français ont su, je crois, mais ça faudrait demander à Jean-Luc un petit peu, qui connaît mieux le fonctionnement français tel qu'il s'est instauré. Mais je crois que les Français ont su tout de suite travailler au niveau de la formation des cadres, au niveau de l'apprentissage, faire passer le message, et en transformer aussi un petit peu. Ça a été je dirais les précurseurs. Les Européens ont beaucoup œuvré comme ça, mais les Français sont assez précurseurs. Transformer un peu le message d'un art martial, je
je dirais, d'un sport un peu fermé sur lui-même vers l'extérieur, en faisant une vraie compétition, un vrai sport. Mais quand vous dites former des cadres, Jean-Luc, le judo, comme ça, les cadres ont éclos, on a pu en mettre un peu partout, parce que ça n'existe pas dans tous les sports. Comment ça s'est fait? Jean de Herpt l'explique un petit peu dans le film, quand il dit on était formés et ensuite on formait des élèves qui eux-mêmes allaient former d'autres judokas. On a essayé, mais c'est vrai que notre fédération est je crois que l'escrime aussi est avec nous, une des premières à avoir organisé l'enseignement et décerné des diplômes, et des diplômes qui sont devenus d'État très rapidement dans les premiers sports. Et pour nous, l'aspect éducatif est excessivement important et on met beaucoup l'accent. Donc en ce qui concerne la formation des enseignants, car la formation des enseignants veut dire que les gens qui pratiquent le judo sont en contact avec des gens performants et ont envie de continuer. Mais ça veut dire que tous ces gens avec diplôme ont exercé ces fonctions à temps complet ou c'était en plus de leur travail? Il y a eu tous les cas de figure. Bon, il y en a beaucoup qui faisaient ça en plus de leur travail, bien sûr, mais on a eu aussi beaucoup de professeurs professionnels, et ça c'était surtout au début du judo. Il y avait beaucoup de professionnels. Alors ça c'est l'encadrement, et puis il y a un système, Thierry Rey, il y a un système de détection des valeurs qui est très simple. Il y a une pyramide. Alors, pourriez nous expliquer comment fonctionne la pyramide pour la détection des valeurs? C'est tout simple. Je vais prendre mon exemple. Moi, j'étais dans un petit club de banlieue. Et très naturellement, j'ai été amené, en étant benjamin, à l'époque, il y avait des compétitions benjamin. Et tout naturellement, j'ai été amené à prendre le judo. Je voudrais faire une parenthèse en disant que c'est un sport technique, comme l'escrime est un sport technique. Donc, on est obligé d'apprendre tous les jours, enfin à chaque fois qu'on va à l'entraînement, on apprend la technique. Donc c'est évident qu'après. Effort aussi, hein. Pardon. Technique et effort, c'est pas. Oui, mais c'est pas la gaudriole le judo. Non, mais vous apprenez à nager en 5 leçons, puis c'est fini, vous savez nager. Le judo, c'est des années et des années et des années. Le football, on vous apprend pas à faire un crochet. Alors que là, il y a une vraie technique et c'est ce qui fait le fondement même de l'enseignement du judo. Donc il faut des gens performants. Donc j'étais en Seine-et-Marne et j'ai fait les championnats de Seine-et-Marne. Et puis tout naturellement, je Donc on commence par le championnat de département. Tout naturellement. Et puis après, on fait les championnats d'Île-de-France, si on est bon. Puis on se retrouve au championnat de France. Il y a 12 ans, je me suis retrouvé à Coubertin en train de faire les championnats de France. Donc il y a un système de détection à tout âge qui est assez simple et évident. D'abord, c'est un sport individuel, on remarque assez vite les gens qui sont performants. Puis il y a tout un système autour fédéral qui vous envoie en stage, qui vous aide, qui vous accompagne. Il y a des bourses. Il y a des très jeunes, au lieu d'aller en vacances, par exemple à Pâques avec mes parents, moi j'allais en stage avec la fédération. Et je pense que c'est le même cas qui s'est produit pour Sarah ou pour Stéphane. Le premier stage à quel âge? Mon premier stage national, je l'ai fait, je devais avoir 15 ans. C'était à quel moment de l'année à peu près? C'était au mois d'avril, c'était juste après un championnat de France. Le championnat de France et sport avait lieu au mois de mars. Et par rapport aux résultats, on était sélectionnés pour faire le stage à l'INSEP. D'ailleurs, c'était le stage de préparation pour le championnat d'Europe senior. Ça veut dire que pour vous, ça ne vous gênait pas de faire sauter les vacances à partir du moment où vous rentriez dans l'élite, non? C'était pas les vacances, c'était les cours. C'est les cours, oui. Stéphane, pareil, le premier stage, à quel moment? C'était les stages régionaux, je devais avoir 12-13 ans. Mais le premier stage national, 16-17 ans à l'INSEP. C'est un peu le principe, oui. Donc, ce qui veut dire que très vite, une hiérarchie s'établit. Jean-Luc? Oui, je crois que ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que la Fédération française de judo a souhaité à ce qu'on puisse accéder à tous les niveaux de compétition. Thierry habitait à côté de Paris, donc c'était facile pour lui d'aller au championnat de France. Mais quelqu'un qui habite par exemple Menton, à l'autre bout de la France, la Fédération française de judo, à partir du moment où vous êtes sélectionné, prend en charge les déplacements pour que vous puissiez monter au niveau national. Ce qui veut dire que la détection ne dépend pas de l'argent que vous avez dans le club ou de votre argent personnel pour pouvoir déplacer. On a basé cela uniquement sur la performance. Alors c'est pour ça que ça se fait naturellement. Et ce budget-là, d'ailleurs, c'est 5 millions de francs pour la Fédération. Les regroupements sont régionaux, ça dépend des compétitions, mais normalement, théoriquement, vous avez le département, comme l'explique Thierry, région, vous avez interrégion, et ensuite vous montez au national. Stéphane, oui. Et ce qui est important de rajouter, là on parle des compétitions, mais maintenant au niveau de la formation, au niveau des départements, vous avez des classes professionnelles, ou des sports-études départementaux, et ensuite des sports-études régionaux, et ensuite pour les meilleurs, donc je dirais que à chaque fois que vous progressez un petit peu d'un niveau, vous passez d'un échelon, et ensuite vous vous retrouvez dans les pôles France, donc dans des gros centres d'entraînement. Et donc là, c'est, je dirais, l'élite régionale ou interrégionale. Et puis de la même manière, les meilleurs sortent du lot lors des championnats. Et on les retrouve à ce moment-là à l'INSEP,
à l'Institut national des sports. Et je dirais que là, c'est pareil, c'est le même phénomène. Là, on verra pyramide. tout à l'heure, oui, comment ça se passe à ce niveau-là. Mais alors, Alain Vidal, donc, vous êtes directeur technique du Judo Karaté Club de Nogent-sur-Marne. En quoi vous contribuez à la sélection pour ces messieurs? Est-ce que ce sont deux mondes complètement différents, ou est-ce que vous pouvez leur dire, tiens, attention, moi j'ai un jeune là, ici, qui vaut le coup, qui peut... Non, pas du tout. Au niveau du club dont je m'occupe, c'est une formation à la base, où j'enseigne le judo à des enfants qui viennent motivés par ce sport. Et puis, eh bien, en fonction de leur apprentissage, je les présente aux différentes compétitions. Ah oui, c'est ça. Déjà départementales. Et puis ensuite, eh bien, le chemin se fait pour chaque enfant en fonction de ses capacités. Donc il y a vraiment un lien entre ce système de sélection. Oui, François Pesson? Je vais poser une question à M. Vidal. Est-ce que quand vous repérez un jeune, un très jeune, je vais dire 11, 12 ans, 13 ans, vous en faites part à la direction technique nationale? Est-ce qu'il y a un dialogue qui s'installe en dehors des compétitions? Bon, là, j'ai un jeune qui semble bien parti, qui semble... Écoutez, ça se voit au niveau même de la compétition. Ouais. Quand ils sont sur le tatami, ils viennent déjà, ils représentent leur association. Ensuite, en fonction des résultats qu'ils ont obtenus, c'est-à-dire s'il y en a un qui fait premier dans sa catégorie de poids, eh bien, celui-ci est pris en charge par une commission départementale, voire une commission régionale, qui organise à ce niveau-là des stages, oui, donc des stages de préparation. On revient à ce que disait Jean-Luc tout à l'heure, tout ça est bien cadré. Et pareil pour la filière. Pareil pour le PSG, puisque vous êtes... Nous, on est une association comme Nogent. Je veux dire, nous, on a des enfants aujourd'hui, on a eu la chance de pouvoir avoir une salle, parce que ça, c'est compliqué dans Paris. Et aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, au-delà du haut niveau, c'est de former des jeunes qui, s'ils ont envie d'aller faire du haut niveau, ils le feront, s'ils ont les capacités de le faire. Mais au-delà du haut niveau, il y a la pratique. Parce que l'équipe de France, tout ça, c'est formidable. On a tous